Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de Gaulle, on va parler de la Ve République, du maréchal Pétain, comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. Et pour ça, moi, je suis très content de recevoir aujourd'hui notre ami Louis de Condé, qui se fait tellement rare. On vous voit si peu, cher Louis. Moi, je suis à la disposition de ceux qui m'invitent, évidemment. C'est pour ça que moi, je vous invite. J'essaie de vous inviter. Voilà, c'est déjà la deuxième fois que je passe entre les mains, si je peux dire, de notre ami Mike Borowski. Parce que je suis passé avec lui d'abord à Radio Courtoisie. Et il m'a dit après que l'émission avait été un grand succès parce qu'il y a eu beaucoup d'appels qui étaient très contents de nous entendre Oui. dialoguer. Oui, parce que il y a ce roman national qui dit que, je vais mettre des guillemets, que le général, entre guillemets, de Gaulle est un héros, qu'il est le plus grand. Il a même été déclaré par les Français, par un sondage, qu'il était le plus grand Français de tous les temps. Et donc, c'est un peu de la falsification de l'histoire, non ? Oui, enfin, pour moi, c'est clair. Le plus grand Français de tous les temps, c'est Saint-Louis. C'est Saint-Louis, roi de France. Voilà, ça, pour moi, c'est une certitude. Et puis, il y a un autre très grand Français, c'est Louis XIII, qui a consacré la France à la Sainte Vierge. Parce que quand on lit, disons, le vœu de Louis XIII, alors là, celui qui écoute ça attentivement doit devenir immédiatement monarchiste. Et moi, de toute façon, ce que je dis, et personne ne me contredira, que les malheurs de la France viennent en partie depuis 1789. Parce que depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, combien la France a-t-elle connu d'invasions et combien a-t-elle connu de guerres, et de guerres extrêmement sanglantes, hein? Combien de fois les étrangers ont campé sur le sol français? 1814, 1815, 1870-71, 1914, où quand même tout le nord et l'est de la France était occupé par les Allemands. Et puis la plus terrible défaite, c'est celle de mai et juin 40. Ce qui nous a valu une occupation de 4 ans de l'ennemi allemand. Alors, on va continuer cette discussion ensemble, mais avant ça, je vais présenter nos amis qui sont autour de la table. Franck Larrey-Kessou, cher Franck, militant politique, il lance son think tank, son mouvement politique, la société civile pour l'Union nationale. Comment ça va, cher Franck ? Ça va, merci. Et toi ? Ça va ? Très bien. Toi aussi, t'es pas très de Gaulle. Pas très de Gaulle. Enfin, je ne suis pas dans cette mouvance qui, depuis 40 ans, dit qu'il faut absolument être gaulliste, surtout. Enfin, c'est comme si je me disais napoléonien, j'en sais rien, pompidolien, giscardien ou quoi que ce soit. Je crois que ça n'a plus, en fait, aucun sens. C'est pas tant, on en parlera ce soir, des difficultés que j'ai avec certaines décisions prises par le général de Gaulle que je peux lui reprocher. Mais c'est surtout, je pense que ça n'a aucun sens. Et ça ne veut absolument rien dire. Et c'est bien qu'on puisse en parler ce soir autour de cette table. Merci à toi, cher Franck. Et à ta droite, c'est le retour d'Alain Pascal, que vous aimez tant. Comment ça va, cher Alain ? Très bien, merci. Ami croisé, bonsoir. Voilà, ami croisé. Ami croisé. Et vraiment, là, j'ai été épaté, pardon du terme, parce que vous venez de dire, monsieur de Condé, parce que, voilà, je buvais vos paroles. Le plus grand, c'est Saint-Louis. Louis XIII est un très grand roi. Oui. Et d'ailleurs, on met souvent en avant Richelieu, qui est un très grand ministre, mais qui reste un ministre. Et Louis XIII a corrigé bien des erreurs, y compris d'Henri IV. Oui. Et pour ce qui est des occupations, vous en avez cité, mais aujourd'hui, la France est de nouveau occupée. Donc c'est une de mes préoccupations à tous, c'est que des populations étrangères ont envahi la France avec la complicité des gouvernants. Et ces gouvernants s'inscrivent dans la Ve République et sont dans la suite du général de Gaulle. Donc nous payons aujourd'hui les trahisons et les erreurs du général de Gaulle. Absolument. D'ailleurs, voilà. tout un chapitre dans ce dernier livre. Oui, alors Il le dit. Voilà, le dernier livre, on en parlera tout à l'heure, d'accord, mais ça s'appelle, je le cite, oui, Allez-y. pour une révision totale de l'histoire. Donc c'est une révision de toute l'histoire sous l'angle religieux. Donc justement, c'est parce que la France a été catholique qu'elle a été grande. Oui. Et c'est effectivement, je suis un adversaire de la Révolution,
Et j'ai écrit aussi des livres contre la Révolution, parce qu'effectivement, la Révolution a donné en fait la France à une république qui est tenue par des forces occultes. Et ce sont ces forces occultes, on va les citer quand même, hein, la franc-maçonnerie et la finance apatride, qui ont détruit notre nation. Notre nation est détruite. Nous sommes occupés, notre nation est détruite. Soyons clairs. Merci, cher Je vous Alain en prie. Pascal. Bien. N'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde ce mois-ci. Énorme article exclusif du capitaine Juvin Brunet sur la Révolution. Claude Janvier, Sylvain Ferreira, Marc-Gabriel Draghi, Gérard Chevrier, Laurent Ozon, Franck Pamgam. Tous sont ici présents. Vous cliquez sur le lien ci-dessous. 7 jours d'essai gratuit. Et n'oubliez pas, il ne faut pas avoir peur. La boutique est ouverte. Cher Louis de Condé, bah tiens déjà, moi, je voudrais c'est quand même embrayer. un bel hommage qu'au rend Alain Pascal. Oui, je voudrais embrayer sur ce qu'a dit Alain Pascal, évidemment, et c'est un sujet précis. Bon, le plus proche collaborateur de Charles de Gaulle, hein, ça a été Georges Bidault. Et Georges Bidault, dans son livre D'une résistance à l'autre, il a prononcé ces paroles très graves. Il a interpellé les Français en leur disant « Vous n'avez pas voulu l'Algérie française, vous aurez la France algérienne. » Voilà, ça, ce sont des paroles, mais qui devraient être gravées sur tous les frontons de nos monuments. Et Georges Bidault a été le chef, il a été un chef d'État. Il a été le chef du gouvernement provisoire lors de la première démission de Charles de Gaulle. Mais pourquoi, faut s'en souvenir. Pourquoi, allez, on va mettre les pieds dans le plat. Pourquoi l'attentat du petit Clamart? Parce que c'était un sentiment profondément naturel. De Gaulle arrive au pouvoir grâce au général Salan. Alors moi, j'ai vécu à Paris le 13 mai 1958. Mes premiers sauts en parachute, comme parachutiste pré-militaire, c'est le 15 mai et le 16 mai 1958. Nous pensions assister, disons, à la fin de la 4e République, qui était, disons, avec des gouvernements qui changeaient tous les 3 mois, disons, pas capables, après la défaite de la guerre d'Indochine, pas capable, disons, d'avoir une politique ferme en Algérie, département français et province française. Donc pour nous, ça a été un cri d'espoir fantastique, le 13 mai. Alors le 13 mai, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pieds noirs, surtout des étudiants, disons, grâce à la Gaillarde, qui investissent le GG, le gouvernement général, disons, qui rentrent là-dedans, qui jettent tous les dossiers par la fenêtre. Alors Salan, qui était le commandant en chef, il est évidemment en difficulté, parce que son rôle, c'est de maintenir l'ordre. Il a un collaborateur très proche, c'est Massu, un gaulliste de choc, le général Massu. Et puis le 13 mai et 14 mai, il crée les comités de salut public. Ça, c'est une idée de Massu. Et puis le 15 mai, il y a Léon Delbecq qui arrive, qui est un envoyé de Michel Debré. Léon Delbecq l'a beaucoup regretté après. Hein. Et puis, il est à côté de Salan, il lui souffle dans l'oreille, après son discours, maintenant, criez « Vive de Gaulle ». Et Salan dit « Vive de Gaulle ». Et voilà, c'est l'arrivée du grand Charles au pouvoir, c'est par le général Salan. Est-ce que c'est un coup d'État? Comment? Est-ce que c'est un coup d'État, son arrivée? Il y a eu plusieurs livres qui ont été écrits sur les 13 complots du 13 mai. Oui, c'est un coup d'État, mais un coup d'État qui a réussi. Tandis que 3 ans après, le putsch, c'est un autre coup d'État, mais un coup d'État qui rate. Voilà, donc le 15 mai, du 13 au 15 mai, Alger, c'est un coup d'État qui a réussi. Et De Gaulle était prêt, il faut le savoir, à prendre le pouvoir par la force. Parce que les régiments parachutistes en Algérie, ils étaient sur le pied de guerre et ils savaient très bien qu'ils pouvaient monter dans les avions et débarquer à Paris, dans tous les aéroports de la région parisienne. C'était prévu.
La preuve, c'est que moi, j'avais 18 ans, j'étais parachutiste pré-militaire. Nous avions été mobilisés, justement, pour aller vers les aéroports pour accueillir les paras qui venaient d'Alger. Et puis, au dernier moment, ben, ça ne s'est pas fait. Mais il faut bien le savoir que De Gaulle était prêt à prendre le pouvoir par la force, par les armes, grâce au régiment de réserve générale venu d'Algérie. Mais c'était que la question algérienne, c'était que sur ça que vous avez voulu faire le petit Clamart, ou il y avait d'autres questions essentielles? Mais après ça, il y a toutes les déclarations du Grand Charles dans l'année 58. Moi vivant, le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger. Alors moi, j'ai un esprit logique. J'ai du bon sens. Moi vivant, le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger. Et il a voulu que le drapeau FLN flotte sur Alger. Il a livré une province française, il l'a livré aux terroristes, qui étaient minoritaires, ultra minoritaires. Donc, ben, chacun d'entre vous le dira, comment? Moi vivant, le drapeau FLN ne flottera jamais sur Alger, il était vivant. Ben, et c'était normal qu'il soit vivant. Alors moi j'ai toujours pensé, quand il y a un dictateur qui est l'ennemi de son pays et de la population de son pays, eh ben, il est naturel qu'il soit éliminé. C'est absolument naturel. Il faut savoir que, ben, disons, il y a eu un attentat contre Hitler qui malheureusement a raté, parce que c'était un dictateur qui menait son pays à la ruine. Il y a eu des attentats aussi certainement contre Staline, hein, et c'était parfaitement logique. Bon, ben pour moi, je considère De Gaulle un dictateur. Et le drame des Français, et mon drame à moi personnellement, c'est que c'est un dictateur, disons, qui est honoré, puisqu'il y a un aéroport qui porte son nom, il y a un porte-avions qui porte son nom, il y a une place, la place de l'Étoile porte son nom. Bon, moi, je peux dire que je suis vivant, oui, mais je suis une espèce de survivant parce que je souffre profondément de cette situation. Comment on organise justement un attentat comme celui du petit Clamart? Ah ben, de toute façon, il y avait eu un attentat précédent qui malheureusement avait raté, et ça c'est bien dommage, parce que si l'attentat de Pont-sur-Seine avait réussi, alors là, à ce moment-là, ça changeait vraiment la physionomie de la France de l'époque, parce que c'était en octobre 1961, et là, la province française était encore française, donc ça aurait changé considérablement. Malheureusement, il a raté, de très peu, mais il a raté. Et nous, quand on arrive en 1962, bon, alors l'équipe, elle a été formée dès février et mars 1962. Et puis, nous étions en embuscade, si je puis dire, toutes les fins de semaine, depuis le vendredi soir jusqu'au lundi matin. Et donc, à plusieurs reprises, ça a été assez proche, mais il fallait connaître exactement l'itinéraire du Grand Charles quand il quittait l'Élysée pour aller prendre l'avion à Villacoublay, et un avion qui le menait dans sa maison de Colombey les Deux Églises. Puis certainement maintenant, ça doit être Colombey les Deux Mesquits, hein, certainement. Voilà. Et donc, du coup, vous le préparez. Combien vous êtes à le préparer? Oui, on a été préparés. Mais combien vous étiez à peu près? Bah, écoutez, de ceux qui ont vraiment participé à l'attentat de manière directe et indirecte, en fait, nous avons été au minimum 500. Mais de ceux qui ont été présents sur le terrain, alors là, ben, nous étions 12 comme les apôtres. Il y avait les 5 occupants de l'estafette, les 3 occupants de mon véhicule, nous étions 3, ça fait 5 plus 3, ça fait 8, et les 3 occupants de l'ADS qui étaient en tête, plus le colonel Saint-Thierry, dont j'ignorais qu'il fût colonel, évidemment. Pour nous, c'était Didier, qui, lui, a donné le signal quand le convoi est passé. Voilà, donc ça fait 12. Comment vous expliquez l'échec de l'attentat? Ah, l'échec, c'est dramatique. C'est dramatique, d'autant plus quand on sait que Didier était un polytechnicien, était un ingénieur de très très haut niveau.
c'était l'inventeur des missiles français, SS-11 et SS-12. C'était le von Braun français. Et néanmoins, et ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Alors, c'est très, très difficile à déterminer. Il faudrait savoir quelle est l'heure exacte, à la minute près, où le convoi est passé. Et malheureusement, Didier était, disons, à côté d'un réverbère, et puis il devait donner le signal avec un journal, en agitant le journal comme ceci, et les estafettes, les occupants de l'estafette l'auraient vu. Mais malheureusement, le convoi est arrivé un peu plus tard que prévu, et c'était déjà la nuit. Alors, à ce moment-là, Didier a quitté l'emplacement où il était, et il s'est déplacé vers la voiture qu'il conduisait, qui était toute proche, et il a fait un appel de phare. Mais l'appel de phare n'a pas été vu. Il faut savoir que dans l'estafette, bon, c'est un véhicule dit de transport, c'est un véhicule utilitaire. La porte arrière, elle est en 2 battants. Et pour ne pas être repéré, parce que les véhicules ont stationné quand même assez longtemps sur place, pour ne pas être repéré, tout l'intérieur était passé en blanc à ce qu'on appelle la chaux, hein, c'est ça. Et il y avait juste deux petites ouvertures pour permettre aux occupants de l'estafette de voir. Et puis alors, ce qui s'est passé, bien, vous savez, c'est tellement ridicule. Honnêtement, je ne sais pas si je devrais masquer ce que je vais vous dire, ou au contraire, pour la vérité historique, vous en parler. C'est véritablement une interrogation de ma part. Parce que le conducteur du véhicule, c'était l'un de nos 3 amis hongrois, le plus jeune de tous, qui a l'âge de Ladi Varga. Ladi, c'est le diminutif de Laszlo. Ladi Varga, c'était le plus jeune de nous. En 1956, à 14 ans, il s'était battu contre les soviétiques dans les rues de Budapest, comme de 2 autres amis, Lajos Marton et Julia Sari. Mais alors, il est le chauffeur du véhicule. Et puis à un moment, il dit à ses camarades, il faut que je descende. Je dois faire un petit besoin. Ses camarades lui disent, mais non, écoute, c'est vraiment pas le moment. Et puis quelques minutes après, il redit, non, je dois absolument descendre. Et il est descendu. Et pendant qu'il faisait son petit besoin, c'est à ce moment-là que le convoi est arrivé. Et c'est lui qui a dit, ah, les voilà, les voilà. Et alors, donc il serait resté dans le véhicule, ben, comme il faisait nuit, le signal, les appels de phare n'auraient pas été vus, le convoi passait et on aurait remis ça à 8 jours ou 15 jours après. Vous vous rendez compte à quoi ça tient, la vie d'un homme et d'un pays, à quoi ça tient? C'est impensable, c'est incroyable. Ça, c'est un fait quand on n'est pas au courant, là. Vraiment, j'apprends. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais ça a été dit comme ça. Voilà. Et alors, du coup, il a dit le voilà, mais le convoi est passé à 90 à l'heure. Et donc, quand il est arrivé devant l'estafette, il n'était pas dans l'axe qui était prévu. C'est que les 2 fusils mitrailleurs, tenus par 2 légionnaires, devaient tirer dans l'axe, évidemment, de l'avenue de la Libération. Et donc, dans cet axe, et en commençant à tirer à 200 mètres, ils étaient sûrs d'atteindre le premier véhicule. Mais là, le convoi est passé à 90 à l'heure, il est passé très près. Donc, l'estafette, les portes ont quand même été ouvertes, mais ils ont tiré seulement en biais. Au lieu de tirer exactement dans l'axe de l'avenue, ils ont tiré en biais. Alors moi, j'étais dans le 3e véhicule, j'étais celui qui était le plus près de Paris, moi j'ai rien vu du tout. Mais mon véhicule à moi était assez loin de l'estafette, j'ai seulement entendu la fusillade, mais loin déjà, parce que vraiment il y avait une très grande distance entre mon véhicule et celui-là. Et puis après, j'ai entendu une 2e fusillade,
parce que ceux de la voiture de tête, qui était conduite par Max, j'y suis après, que c'était Alain de la Tocquenay, le chef opérationnel de notre équipe, c'était ce véhicule qui était le plus près de l'aéroport de Villacoublay. Et là, il y a une deuxième fusillade, mais malheureusement, alors Max, lui, conduisait, il ne pouvait pas tirer, mais Prévost et Ratin ont tiré, mais l'arme de Prévost s'est enrayée. Donc, il y a eu aussi une deuxième fusillade, et puis le convoi est rentré dans Villacoublay, et donc à ce moment-là, les deux véhicules, l'estafette et l'ADS, ils sont rentrés vers Paris, et moi je suis rentré également vers Paris. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.